Le 4 quarts politique de la semaine, votre rendez-vous du dimanche matin pour balayer, analyser, décrypter l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Pascal Perrineau, politologue, enseignant à Sciences Po, directeur du CEVIPOF, le Centre de la vie politique française, et qui vient de publier Le populisme aux éditions des presses universitaires de France. David Revaud-Dallon, que nous avons la chance de retrouver tous les mois, journaliste politique, grande plume du journal du dimanche. Brigitte Fanny-Cohen, journaliste spécialisée dans les questions sanitaires, et Laetitia Krupa, spécialiste de communication. On va parler donc des tags sur les murs de Sciences Po. On va parler du jugement sur l'affaire Sarah Halimi. On va parler de la crise sanitaire et du seuil des 100 000 morts en France qui vient d'être franchi. On va parler des perspectives électorales. Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. David Revaud-Dallon, bonjour. Alors on va commencer avec vous, et sans qu'il y ait la moindre hiérarchie, parce que naturellement ça n'a pas la même portée. On va commencer par ces inscriptions antisémites découvertes à Sciences Po Paris sur la façade de l'école lundi dernier. Mort à Israël, coup phare. Une étoile de David barrée avec une bombe de peinture noire. Des plaintes ont été déposées. Ça n'est pas la première fois, Pascal Perrineau, qu'on s'en prend à Sciences Po. Non, ce n'est pas la première fois que l'on s'en prend à Sciences Po. Sciences Po est un lieu du débat politique. Et en plus de ça, pour des affaires de succession extrêmement difficiles à la tête de Sciences Po traverse une période où il est, j'allais dire, la cible idéale pour ceux qui pratiquent la haine et la haine en tout genre. Mais enfin, que les murs de Sciences Po, en effet, voient l'étoile de David barré, que l'on dénonce l'État d'Israël. Voilà. Au fond, à quoi ça correspond ? On sait très bien que dans certains segments de la société française, Israël, le sionisme sont des cibles idéales, et que l'on assiste, oui, à une résurgence de l'antisémitisme, de ce que Pierre-André Taguieff appelle la judéophobie, et ce sont certainement ces milieux qui sont derrière ces tristes individus qui s'en sont pris au mur de Sciences Po. Cela montre que bien au-delà de Sciences Po, il y a aujourd'hui un climat délétère, et il faut être très, très vigilant sur ces formes de résurgence portées par, non pas les milieux de l'antisémitisme traditionnel, mais des nouveaux milieux de la judéophobie moderne. Il faut être extrêmement vigilant à ce qui se passe et répondre au coup par coup. David Revaud-Dallon, alors Pascal Perrineau est enseignant à Sciences Po. Vous êtes un ancien élève de Sciences Po. Qu'est-ce que ça vous fait de voir les murs salis avec des graffitis de ce genre ? Alors, je ne suis pas un élève de l'IEP de Paris. J'ai étudié les politiques à l'IEP. C'est très triste, évidemment, mais ce n'est guère étonnant. Alors, bien sûr, il ne faut pas accuser qui que ce soit à ce stade. L'enquête pourra peut-être, si on a de la chance, déterminer qui sont les auteurs, mais bon, il est permis d'en douter. Je ne crois pas qu'il faille forcément incriminer quelqu'un qui vienne de l'intérieur de l'école, même si on a vu que dans beaucoup d'IEP, eh bien, un certain nombre de dérives ces dernières semaines, ces derniers mois, étaient constatées avec des professeurs notamment qui ont été mis en cause, nommément accusés d'être, entre guillemets, islamophobes. Je pense que c'est au fruit, au-delà de Sciences Po, finalement, d'un antisémitisme qui se développe, qui gagne du terrain, qui gagne les esprits, et dont on peut constater les manifestations de plus en plus importantes dans l'espace public. C'est effectivement des graffitis, des propos, des images. Voilà, c'est une forme de banalisation générale, je dirais,
de diffusion toute la société et évidemment dont les murs extérieurs de l'enceinte de la rue Saint-Guillaume n'ont pas échappé. Alors, on va poursuivre dans une séquence politique avant d'être rejoint par nos invités ici en studio, Laetitia Krupa et Brigitte Fanny-Cohen. La Cour de cassation, alors c'est plus grave que des graffitis, vient de confirmer l'irresponsabilité pénale de l'assassin de Sarah Halimi. Et il ne sera donc pas jugé parce que le discernement du meurtrier avait été aboli au moment des faits. Il est dit que Kobili Traoré, qui a défenestré sa victime au cri d'Allahu Akbar, souffrait de bouffées délirantes. Alors on dit, oui, mais la Cour de cassation dit le droit. C'est presque plus grave de justifier ce jugement de la Cour de cassation, Pascal Perrineau. En effet, c'est une très mauvaise nouvelle parce que l'on sait que l'assassinat et les conditions de l'assassinat de Madame Halimi étaient absolument effrayantes et que cet individu qui n'avait peut-être pas tous ses moyens intellectuels et mentaux a tout de même commis ce crime au cri que vous rappeliez tout à l'heure. Et cela permet de renouer, certes sur un terrain beaucoup plus dramatique, avec ce qui se passe dans la société française, où aujourd'hui, non seulement l'antisémitisme, mais le fait de s'en prendre à la population juive en France devient de plus en plus fréquent. Un climat de peur s'est installé. Et la Cour de cassation, certes, se prononce uniquement sur des arguments formels et juridiques, mais on voit bien qu'il y a là une certaine incapacité de la justice à prendre en compte la gravité de ce qui se passe dans la société française et ce retour d'actes d'agression pouvant aller donc jusqu'à la mort vis-à-vis de juifs aujourd'hui en France. Il faut être tout de même à la hauteur du défi. Et est-ce que ça ne crée pas précisément, du point de vue du droit, un précédent parce qu'on pourra se prévaloir du fait d'avoir avalé de la drogue pour commettre les pires méfaits, David Revaud-Dallon. Alors, je rappelle qu'avant ce jugement je n'entends pas, David. Troisième instance, puisqu'il s'agit de la Cour de cassation, il y a eu plusieurs expertises. Oui, je me tourne vers la technique. Pascal n'entend pas David. Allez-y. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. C'est Pascal qui ne vous entend pas, mais on va essayer d'arranger ça. Il faut dire qu'on est en visioconférence. Je rappelle que vous dire. Ce jugement, c'est un jugement de troisième instance. Donc c'est la Cour de cassation et qui avait déjà eu plusieurs expertises psychiatriques qui avaient conclu à une bouffée délirante aiguë due à la consommation de cannabis. Simplement, il y avait une de ces expertises qui estimait que c'était une simple altération du discernement consécutive à cette prise de stupéfiants et donc qu'il n'y avait pas finalement que l'auteur de ce meurtre, Kobili Traoré, était accessible à une sanction pénale. Alors, c'est pas le choix qu'a fait la Cour de cassation qui a confirmé la thèse de l'irresponsabilité pénale. En gros, elle a considéré que quelle que soit l'origine du trouble psychique, même si c'était une consommation ou une prise volontaire de drogue, il n'y aurait pas de procès. Là, il y a quand même un souci. C'est-à-dire que même l'avocate générale, quand vous regardez le jugement, même l'avocate générale a reconnu que le droit, je la cite, n'apporte pas une réponse adaptée à la situation. Et donc, si le droit n'apporte pas de réponse adaptée à la situation, on constate quand même que là, curieusement, le droit est contre la justice. Le droit va à l'encontre de la justice. D'ailleurs, il y a plusieurs élus, plusieurs parlementaires qui sont en train de réfléchir à la réécriture du fameux article de loi du Code pénal, l'article 122.1, qui est en cause.
Je rappelle qu'il y a une autre affaire qui a... C'est ce qu'a dit d'ailleurs Francis Khalifa, le président du CRIF. La Cour de cassation a dit le droit, mais elle n'a pas dit la justice. Ça rejoint ce que vous disiez. Ça rejoint ce que vous dites. Alors, je rappelle qu'il y a eu... c'est un peu de la provocation, mais c'est une affaire qui a beaucoup circulé hier sur les réseaux sociaux. On a rappelé qu'il y avait eu une affaire il y a quelques mois. D'un chien qui avait été jeté par la fenêtre. Oui. Voilà, qui avait jeté le chien de sa voisine par la fenêtre. Il était sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, semble-t-il, et lui a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Donc je vous laisse vous-même être juge de cette carence du droit quand même qu'a révélé cette affaire incroyable. Alors, on a constaté aussi que le garde des Sceaux qui a été interrogé n'a pas réagi là-dessus, Pascal Perrineau. Oui, hélas, je ne peux pas entendre toujours les propos et j'en souffre. On va arranger ça, on va arranger ça. Allez. Voilà. Donc, à la question qui a été posée, en effet, le ministre de la Justice est certainement extrêmement gêné dans cet épisode où, en effet, le droit n'est plus en phase avec la justice. Donc, il y a quelque chose et une certaine interprétation du droit, parce que la Cour de cassation aurait pu avoir un autre type d'interprétation. Et je crois que dans des affaires aussi douloureuses qui touchent à des principes essentiels qui font la cohésion de la société française et la manière dont vivent les différentes communautés sur le territoire national, la Cour de cassation n'a vraiment pas été à la hauteur. Il faut comprendre, si vous voulez, le contexte dans lequel on agit. Ça n'est pas un cas d'école réservé simplement à quelques juristes. Alors, on va marquer une pause et on va en profiter, je l'espère, pour régler les problèmes de son. Et le 4 quarts politique revient dans un instant. Le 4 quarts politique revient et j'espère que on aura réglé les problèmes de son qui se posent. Je reviens à vous dans un instant, David Revaud-Dallon, mais d'abord vous avez une réaction, Laetitia Krupa, Brigitte Fanny-Cohen, sur cette irresponsabilité pénale pour l'assassin de Sarah Halimi, qui a été donc décidé par la Cour de cassation. Oui, Pascal Perrineau avait les mots justes, il parlait de la cohésion de la société et c'est effectivement la responsabilité du législateur qui est en cause, c'est-à-dire qu'il faut aussi considérer la portée symbolique d'une décision. Et là, on ne peut pas dire que le message envoyé soit favorable. On sait très bien que cette question de l'antisémitisme est sensible et brûlante, et envoyer ce message de l'irresponsabilité et en gros dire c'est bon, on a réglé la question, sortez maintenant de la salle et il n'y a plus de question Halimi, elle est terrible pour les proches, elle est terrible pour la communauté juive et cette responsabilité de la Cour de cassation doit être discutée. On ne peut pas uniquement passivement accepter ce type de décision qui engage encore une fois la société tout entière. Donc oui, et vous aviez raison, si dorénavant nous sommes irresponsables pénalement quand nous avons consommé des stupéfiants, c'est quand même une question assez capitale parce que ça veut dire que les responsabilités pénales va être de nombreuses fois clamées. Brigitte Fanny-Cohen. Moi, je pense que c'est très difficile pour les Français de comprendre cette décision parce que l'assassin de Madame Halimi aurait été victime, par exemple, d'une maladie psychiatrique et aurait eu une bouffée délirante, par exemple schizophrénie plus bouffée délirante, on aurait pu comprendre cette décision. Mais à partir du moment où volontairement il a pris des stupéfiants, je veux dire, cette décision devient incompréhensible pour le public. Il ne faut pas confondre une maladie psychiatrique que l'on subit avec une prise de drogue que l'on prend volontairement. Alors je reviens à vous, David Revaud-Dallon, la question du voile pour
qui est en train de rebondir. La question du voile pour les accompagnants dans les sorties d'école, avec des amendements qui ont été déposés dans tous les sens par les sénateurs sur la loi dite sur le séparatisme. Amendement aussi sur le voile pour mineurs dans l'espace public et sur la question du burkini. Il va y avoir, si j'ai bien compris, une navette entre les parlements là-dessus. On n'est pas près, David Revaud-Dallon, de l'adoption d'une loi sur le séparatisme. On n'est pas prêt et on n'est pas prêt surtout de l'avoir appliquée. On n'est pas prêt de l'avoir adoptée et on n'est pas prêt de l'avoir appliquée. Le gouvernement misait sur des décrets d'application grosso modo à l'été ou au plus tard à la rentrée de l'automne. Je crois que ça va être compliqué de tenir le calendrier. Pourquoi ? Parce que effectivement, cette loi, elle avait été conçue comme une loi de fermeté républicaine, de défense de la laïcité. Je rappelle qu'il y avait beaucoup de choses sur les associations cultuelles, la transparence des financements, notamment vis-à-vis des financements étrangers, la question du respect par les associations diverses, pas seulement culturelles, mais aussi culturelles, sportives, etc. Eh bien, le respect des principes d'égalité homme-femme, le fait de bannir le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, etc., de ces pratiques. Il y avait beaucoup de choses. Mais le gouvernement avait, dans cette optique de fermeté, tenté de faire une sorte de consensus républicain, comme souvent, c'est-à-dire que, comme beaucoup de textes de la majorité, on pouvait considérer qu'il y avait, comme d'habitude, la gauche qui allait dire que c'était un scandale et une atteinte aux libertés et un texte islamophobe, enfin une partie de la gauche, et puis de l'autre côté, une partie de la droite et de l'extrême droite, voire toute l'extrême droite, qui allait expliquer que ce texte était un texte laxiste et n'allait pas assez loin. Et comme d'habitude, le gouvernement pensait passer en expliquant qu'il se situait précisément dans un juste milieu. Or là, évidemment, c'est sur la question très sensible du voile et des accompagnatrices scolaires que le débat a rebondi au Sénat, où la majorité de droite s'est évidemment fait un plaisir de remuscler ce texte sur cet article extrêmement polémique, sur ce thème extrêmement polémique qui est celui des accompagnatrices scolaires. Alors, jusqu'ici, on a toujours considéré que les accompagnatrices ne faisaient pas partie de la fonction publique et n'étaient pas ni fonctionnaires ni délégataires de services publics. Il s'agissait de parents d'élèves qui donnaient un coup de main et donc pas d'obligation. Les sénateurs de droite en ont estimé autrement. Pour ma part, je pense que ça va être un peu compliqué de mettre en pratique cette loi. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur, Darmanin, était pour cette disposition à l'origine d'interdiction des accompagnatrices scolaires voilées, et que finalement il a fait volte-face et qu'il s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée. Donc voilà, on est sur un sujet extrêmement sensible et sur un point qui est extrêmement sensible, puisque je rappelle que ça fait presque 30 ans maintenant, avec l'affaire de Creil, sous Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, presque 30 ans qu'on se débat avec cette question du voile et de l'école, et cet épisode montre qu'on n'est pas encore sorti de ce débat. Mais pourquoi Laetitia Krupa. Pourquoi Gérald Darmanin a fait volte-face, vous le savez, David, c'est parce que Emmanuel Macron lui-même avait tranché cette question de façon très claire, quand on lui avait posé la question sur la laïcité. Il considérait que dans l'espace public, puisque ces accompagnatrices sont dans l'espace public quand elles font des sorties scolaires, le voile est permis et donc fermer le banc. Enfin, je veux dire, la question avait été tranchée et l'exécutif souhaitait vraiment ardemment que le voile ne rentre pas dans cette loi, parce que regardez ce que cela crée. Dès qu'on parle voile en France, il y a des polémiques, il y a des oppositions, il y a une polarisation du débat, et il souhaitait justement mettre le voile de côté, parce que vous avez raison, David, cette loi comporte beaucoup de dispositions défendant la laïcité en France. Or, le voile écrase tout. Voilà, à partir du moment où on parle voile, on oublie toutes les autres mesures que comportait cette loi, encore une fois, exhaustive.
David Revaud-Dallon, on est maintenant à un an des élections présidentielles. Les sondages, on va dire un mot des élections régionales tout à l'heure. Les sondages se multiplient et il y a un sondage JDD, je crois que c'était la semaine dernière, qui révèle qu'aucun candidat de gauche ne serait assuré de l'emporter en cas de second tour face à Marine Le Pen. D'où vient d'une manière générale cet affaiblissement de plus en plus fort de la gauche? Quelle est votre analyse? C'est vrai que là-dessus? ce sondage IFOP pour le JDD que nous avons publié dimanche dernier, il est terrible, absolument terrible pour la gauche. Il n'est pas extraordinaire pour la droite, mais pour la gauche, il est extrêmement défavorable. C'est-à-dire que vous avez l'illustration d'abord qu'il y a deux gauches irréconciliables, comme le disait Manuel Valls. D'abord, à la gauche de la gauche, vous avez Mélenchon, qui reste tout de même dominant sur ce segment, mais qui chute très fortement par rapport à son score de 2017. Je rappelle qu'il était à 19%. Là, il est presque réduit de moitié. C'est-à-dire que dans la configuration la plus probable, il est entre 10 et 11. Même s'il y a certaines configurations où il monte jusqu'à 13, 13,5. Mais globalement, il est plutôt testé entre 10 et 11. Donc ça veut dire que Mélenchon, il a beaucoup perdu. Il a quasiment été divisé de moitié. Et puis Mélenchon, il n'est pas du tout disposé à s'allier avec l'autre gauche, celle des sociodémocrates, des écologistes. Et là, c'est carrément la bérésina, puisque ni Yannick Jadot, qui a pourtant fait beaucoup d'efforts ces derniers mois, ni Anne Hidalgo, qui a également fait beaucoup de petits pas et semé beaucoup de petits cailloux vers la présidentielle, aucun des deux ne dépasse les 10%. Et surtout, il y a un chiffre qui est encore plus cruel, c'est que même si vous rassemblez le PCF, les communistes, le PS, les socialistes, et Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire les écologistes, eh bien, si ces trois composantes avaient un candidat commun, celui-ci ne dépasserait pas non plus les 10%. Ça veut dire que l'étiage global dans la gauche dans ce pays, il se situe entre 25 et 28%. C'est un étiage terrible pour la gauche, car elle n'a jamais été aussi bas. Alors certes, à un an de l'élection présidentielle, ça peut encore bouger, mais vous n'avez a priori pas aucun élément de dynamique susceptible de la relancer. Le scrutin pour les régionales, bon, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Est-ce qu'il doit être maintenu ou pas compte tenu de la situation sanitaire? Il est prévu en juin. En principe, puisque Jean Castex a parlé d'un décalage d'une semaine, c'est finalement, si j'ai bien compris, la formule qui a été retenue. Oui, absolument. Il y avait un assez large consensus, on va le dire, pour un maintien de toutes les formations politiques, grosso modo, sauf le MoDem. Et puis, de la grande majorité des associations d'élus et des élus locaux. Et donc, pour se blinder ou pour se prémunir de toute polémique ultérieure, voire de tout procès en responsabilité, puisque vous avez vu que le risque pénal flotte aujourd'hui très fortement autour de la tête de nos dirigeants, eh bien, le gouvernement a donc privilégié le maintien. C'est vrai que ça aurait été compliqué d'expliquer qu'on se prépare ou qu'on fait tout pour ouvrir les terrasses d'ici un mois, c'est-à-dire vers le 15 mai, et certains musées. On va commencer tout doucement à déconfiner au 15 mai pour expliquer qu'un mois et demi plus tard, on ne pourrait pas voter. On a vu que les opérations de vote au municipal s'étaient déroulées à peu près correctement. Il y a sans doute eu quelques cas de contamination, mais grosso modo, on sait maintenant beaucoup mieux comment faire pour organiser un vote. On connaît les gestes barrières. Donc, ça aurait été extrêmement difficile d'expliquer qu'on repoussait les élections à septembre, voire plus. Et immédiatement, ça aurait été exploité contre l'exécutif pour expliquer que Macron et Castex
évidemment, cherchait à éviter un scrutin compliqué pour la majorité. Donc, voilà, je pense que le président, s'il a eu des velléités de report, si ça l'arrangeait effectivement politiquement de reporter, il a renoncé très clairement devant le risque de fronde politique généralisée qu'une telle décision aurait, à n'en pas douter, occasionné. Alors, restez avec nous. On va parler dans un instant de déconfinement, vaccination, et puis le dépassement des 100 000 morts en France. Triste bilan dont on va parler dans un instant. Un flash, et puis le 4 quarts politique de la semaine revient. Le 4 quarts politique de la semaine, on va parler donc déconfinement et crise sanitaire. On a dépassé cette semaine les 100 000 morts en France. C'est une hécatombe et on s'aperçoit que sur le sol français, aucune épidémie n'a été plus virulente en un siècle depuis la grippe espagnole en 1918. Le journal Le Monde écrivait cette semaine: en France, les restrictions ont été appliquées avec un autoritarisme tatillon et un manque d'explication qui a érodé l'adhésion de nos concitoyens. Elle n'en était pas moins nécessaire. Est-ce que les uns et les autres autour de cette table, vous partagez cet avis? Brigitte Fanny-Cohen. Alors déjà, c'est vrai que ce chiffre de 100 000 morts est vertigineux. Je pense que comme nous n'avions pas connu d'épidémie depuis très 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 longtemps, puisque l'épidémie de grippe espagnole, vous l'avez dit, remonte à un siècle, nous ne savions plus peut-être que nous étions aussi vulnérables et mortels. Donc nous avons réappris cela. Et donc, je crois que ce qui est important, enfin le président de la République l'a souligné, c'est qu'il va falloir aider d'une façon ou d'une autre les familles endeuillées, parce que ce sont des familles qui connaissent un deuil complètement inattendu. Ce sont 100 000 personnes qui ont perdu la vie de façon très prématurée pour beaucoup d'entre elles, qui ont perdu énormément d'années de vie. Donc pour ces familles, c'est un deuil tellement brutal qu'il est difficile à faire. Donc, bien sûr, un hommage national, mais il faut penser aussi peut-être sur le plan psychologique à trouver un moyen d'aider ces familles pour qu'elles fassent leur deuil, pour qu'elles sortent peut-être de ce sentiment de grande déprime qu'elles peuvent avoir pour beaucoup d'entre elles. Et alors, ça peut passer par un travail psychologique, par des groupes de parole avec des familles qui connaissent le même drame, etc. Voilà, mais bien sûr, vraiment, c'est un chiffre très, très difficile comment dire. Oui, un chiffre, je trouve, vraiment vertigineux. Laetitia Krupa. C'est sûr qu'en termes de communication politique, on ne peut pas dire que le gouvernement se soit distingué dans l'excellence. C'est-à-dire qu'il y a eu pour le moins des maladresses et, si on est honnête, des erreurs de communication politique depuis le début dans la gestion de cette crise sanitaire. C'est-à-dire que ça bien sûr que ça implique après de la panique de la part des citoyens quand on ne comprend pas ce qu'il faut faire avec les masques, quand on a l'impression que les tests ont des difficultés à se mettre en place en France, et puis avec les vaccins, les retards qui sont de toute façon explicables et compréhensibles. Simplement, il faut prendre le temps de la pédagogie. Le gouvernement le sait pertinemment. Alors au départ, c'était Édouard Philippe. Aujourd'hui, il est auréolé de taux de popularité tellement haut qu'on oublie qu'il était le commandant en chef au départ dans cette pandémie. Et puis ensuite, Jean Castex, il continue à multiplier les erreurs de communication. Il faut simplement expliquer aux Français pourquoi il y a une défiance telle en France alors que les autres pays vivent la même pandémie. Pourquoi il n'y a pas la même défiance en Allemagne, en Italie, en Espagne? Bien sûr qu'elle existe, mais elle est moins forte qu'en France. Ça veut bien dire que les élites ont un problème dans l'explication des faits. Encore une fois, les Français sont capables de comprendre ce qu'il faut faire. Cette idée de mémorial pour les victimes du Covid-19, l'exécutif y réfléchit, paraît-il. Anne Hidalgo voudrait ériger un lieu de mémoire active. Qu'est-ce qu'il faut en penser, David Revaud-Dallon? C'est vrai que ces 100 000 morts que nous avons atteints ou que nous sommes en passe d'atteindre
c'est vrai que jusqu'ici, depuis le début de cette crise, c'était un chiffre un peu presque conceptuel qui s'affichait chaque jour sur nos écrans. On avait 300, 400, 500 morts. C'était effectivement un instrument, surtout au début de l'arrivée de la pandémie et du premier confinement, un instrument finalement qui servait à faire comprendre aux Français que le virus était dangereux, mais qui aussi, je dirais, utilisait beaucoup la peur en termes de pédagogie, hein, si vous voulez. Mais c'était assez abstrait. On ne réalisait pas forcément que derrière ces 300 morts quotidiens, il y avait des familles, évidemment, autant de drames, de tragédies personnelles, humaines et familiales. Après, je pense que autant Boris Johnson, vous l'avez vu, a fait un mea culpa, a présenté des excuses, a mis en cause sa propre responsabilité. Autant, souvenez-vous, il s'agit d'une véritable volte-face, puisqu'il y a un an, le même Boris Johnson, qu'on salue aujourd'hui comme ayant parfaitement géré la crise, c'était tout à fait le contraire. Souvenez-vous, il y avait une forme de déni de la gravité de la maladie, à tel point que lui-même avait été contaminé. Et je rappelle ça pour Laetitia Krupa, qu'à l'époque, Boris Johnson était bien plus populaire et la population britannique avait beaucoup plus confiance, curieusement, en Boris Johnson qu'en gouvernement français, qui avait, curieusement, à l'époque, certes fait quelques erreurs, mais sans doute moins que Boris Johnson. Donc, je dirais que l'appréciation de tel ou tel pays sur ses dirigeants dépend pas forcément des erreurs de communication politique, mais il y a un substrat national qui fait que, en Allemagne, par exemple, on fait plus confiance à Mme Merkel qu'en France à M. Macron. Bien sûr, en fonction des actes et de la communication de Mme Merkel et de M. Macron, mais pas seulement. Il y a quand même une psychologie nationale. On est d'accord, David, c'est toujours une part après qui est difficilement quantifiable. Les 100 000 morts, je crois que pourquoi l'exécutif n'en fait pas beaucoup là-dessus? Parce que tout simplement, évidemment, Emmanuel Macron, d'abord, il n'a aucune envie, lui, d'admettre des erreurs. Ce n'est pas le genre de la maison, vous l'avez constaté depuis 4 ans. Et enfin, parce qu'il n'a pas du tout envie d'être associé à ce chiffre de 100 000 morts. Donc il a été question, il y a une rumeur de grand discours. Évidemment, il n'y aura pas de discours d'Emmanuel Macron à l'occasion des 100 000 morts. Emmanuel Macron n'a aucune envie d'être associé à ce chiffre tragique et surtout n'a aucune envie que sa responsabilité politique soit associée à ce chiffre tragique parce que, je le répète, on est quand même dans un climat de pression judiciaire autour de l'exécutif et de nos dirigeants. Il y a un risque pénal très fort. Au début du confinement, souvenez-vous, il y a eu des perquisitions chez Édouard Philippe, chez Olivier Véran. Il y a des dizaines de plaintes qui sont déposées contre les ministres et les membres du gouvernement. Je ne crois pas que ça incite l'exécutif et à commencer par son chef à marquer d'une pierre blanche ce chiffre, si tragique soit-il, en y associant sa responsabilité. Alors, il faut bien voir quand même qu'il y a des pays qui sortent de la crise, Israël, les États-Unis, le Royaume-Uni. On parle, pour ce qui concerne la France, d'une sortie de crise progressive à partir du 15 mai. La date a été avancée par le président Macron. Est-ce que ce délai sera tenu? Parce que dans le même temps, Jean-François Delfraissy dit on va sortir de la crise définitivement en 2022. C'est un peu un discours contradictoire. Alors, pas complètement, parce qu'il y en a un qui dit c'est un début de sortie de crise et l'autre qui dit on va sortir de la crise. Donc, tout est dans la nuance. C'est une nuance. Pour une vraie sortie de crise sanitaire, il faut un préalable, c'est-à-dire l'acquisition d'une immunité collective suffisante pour contrôler la circulation du virus et puis envisager aussi le relâchement de toutes les mesures très contraignantes, confinement, couvre-feu, gestes barrières, etc.
Alors, comment faire pour avoir cette immunité de groupe? Eh bien, d'abord, il y a deux choses. Il y a d'abord les personnes qui ont déjà eu le Covid, infectées par le Covid. On pense qu'il y a à peu près 20% de la population qui ont des anticorps déjà qui peuvent persister pendant à peu près 12 mois. Et puis, il y a la couverture vaccinale. Hein. A priori, on est à peu près 20% de la population vaccinée. Mais pour avoir vraiment une immunité collective, donc celle dont parle le professeur Delfrécy, pour une vraie sortie de crise sanitaire et non pas pour un début de sortie de crise le 15 mai, c'est 90% des plus de 65 ans vaccinés, 70% des 18-64 ans. Ce sont les chiffres qui permettront d'être en dessous des 1000 hospitalisations quotidiennes. Donc, grosso modo, au fond, 38 millions de Français à vacciner pour la vraie sortie de crise sanitaire. Donc, il y a le début de la sortie de crise le 15 mai, ça oui, on peut y croire. Mais la vraie sortie de crise, comme en Israël, on dit, bon, voilà, les masques, on abandonne les masques et on vit une vie normale, c'est plutôt pour après l'été. Alors, on a l'impression qu'il y a constamment un décalage entre les experts scientifiques et les politiques. Ça, oui, c'est le cas de le dire. Vous avez tout à fait raison. C'est quand même l'énorme problème depuis le début de cette crise. Il y a la doxa médicale qui s'oppose au pouvoir politique et le citoyen français entend dans une oreille le politique, dans l'autre oreille les scientifiques et les scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc, il n'y a pas consensus dans la classe scientifique et elle s'oppose fréquemment aux politiques. Alors, que faire? Eh bien, écoutez, en France, en tout cas, le politique tranche in fine, d'accord? Donc Emmanuel Macron a fait une promesse. Il a fait cette promesse qu'il continue de tenir, que tous les adultes qui le souhaitent seront vaccinés avant la fin de l'été. Et cette promesse, elle engage vraiment infiniment son quinquennat, on le sait. Et on le sait aussi qu'il y aura une continuité des gestes barrières, peut-être aussi du port du masque à la fin de l'été. Mais en tout cas, Emmanuel Macron engage sa responsabilité. Et s'il ne veut pas saluer les 100 000 morts, vous avez vu dans la même semaine, lui parle de la réouverture des terrasses. Il est quand même intéressant ce timing en communication politique. On nous annonce les 100 000 morts. C'est un cap symbolique et vous avez raison, vertigineux. Et le chef de l'État nous parle de l'ouverture des terrasses et des musées. Bon, c'est un choix politique, on verra dans un an, je vous rappelle que c'est dans un an, quasiment, l'élection présidentielle. On verra ce qu'il en est dans les urnes. David Revaud-Dallon. Le président, il est normal qu'il cherche à donner des perspectives. On ne peut pas, si vous voulez, faire expliquer aux Français qu'on est toujours dans le tunnel et que celui-ci, on n'en voit pas le bout. Il est aussi dans son rôle. Après, comme je l'ai dit, moi, je considère que voilà, l'exécutif, le président n'avait aucune envie de marquer le coup de ces 100 000 morts. Et vous savez bien, Laetitia, vous qui êtes spécialiste de communication politique, il vaut mieux annoncer des bonnes nouvelles que des mauvaises. C'est sûr. Il vaut mieux que son nom soit associé à des perspectives brillantes plutôt qu'à une litanie d'enterrement et de décès. Voilà, le problème, moi, je trouve qu'il est davantage dans la capacité de l'exécutif à tenir la promesse du président. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que Macron tient des promesses, fait des promesses et qu'il n'est pas en mesure de les tenir. La première, c'était en mai dernier. Souvenez-vous, début du premier déconfinement, Emmanuel Macron nous avait promis le retour des jours heureux. Alors, les jours heureux sont revenus à l'été, mais ils sont vite repartis dès le mois d'août, souvenez-vous, avec la fermeture des bars et restaurants à Marseille, qui, quand on refait le film, n'est que le début de la saison 2, Covid saison 2, puisque c'est à partir de là qu'est revenue la litanie des reconfinements, couvre-feu, etc., dont nous ne sommes toujours pas sortis. Donc, le vrai problème, il est là, c'est-à-dire que là, souvenez-vous, on nous avait dit qu'au 15 avril, à la mi-avril, on pourrait commencer sans doute à desserrer les consignes. On en est très loin, on n'est pas encore au pic hospitalier au niveau national. On a eu encore, il y a 2 jours, plus de 40 000 contaminations. On a quasiment 6 000 personnes en réanimation au niveau national. Donc, on est très loin d'un début de relâchement au 15 avril et on est encore extrêmement loin aussi d'une ouverture au 15 mai. Alors, peut-être que le président, il compte sur quelques gestes symboliques, une réouverture des terrasses,
avec gestes barrières à l'appui, de quelques musées avec une jauge, avec des protocoles sanitaires extrêmement stricts. Mais si réouverture ou début de réouverture il y a le 15 mai, à l'évidence, au vu des chiffres d'aujourd'hui, ce sera une réouverture très limitée et très encadrée. Maintenant, on va toujours en revenir au même point, c'est-à-dire qu'on demandera toujours au président des comptes sur les calendriers qu'il a annoncés, oui, mais c'est bien normal. Et pas respecter si c'était le cas, évidemment. Après, c'est juste une stratégie, et pardon, je vais finir là-dessus, c'est la stratégie sanitaire qui est en cause, c'est-à-dire que la France a refusé de faire du zéro Covid. Voilà. Donc à partir du moment où on refuse un confinement strict avec des tests, on aurait pu tester toute la population, et un isolement coercitif, eh bien, on vit avec le virus. Voilà, c'est la doctrine du gouvernement. Et donc on accepte, malheureusement, le nombre de morts. Alors, on va faire un point justement sur ces vaccins divers et variés. Et après, je vous demanderai, je ferai un tour de table sur la question traditionnelle qui clôt ce magazine, le livre, le film, la série, la citation qui vous a marqué cette semaine. On ne pourra pas le demander à Pascal Perrineau qui a dû nous quitter. On le retrouvera prochainement puisqu'il viendra parler de son livre sur le populisme, qui est un livre important. Et alors, Brigitte Fanny-Cohen, AstraZeneca et Johnson & Johnson sont suspendus aux USA et au Danemark. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario en France ? Alors, le Danemark... Puisqu'il y a des stocks de ces vaccins. Oui, alors le Danemark arrête la vaccination avec AstraZeneca. Les États-Unis, c'est un cas de figure un petit peu différent. Ils suspendent la vaccination avec le Johnson & Johnson parce qu'il y a eu des effets secondaires graves, des caillots sanguins, et qu'ils ont besoin de réexaminer ce vaccin. Ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent le Johnson & Johnson. Hein. Il y a eu exactement 6 cas graves de thrombose sur 6 millions de vaccinations. Donc, c'est vraiment un effet secondaire exceptionnellement rare. Le bénéfice-risque, la balance bénéfice-risque reste quand même très très favorable, mais bien sûr, une statistique, ça reste très conceptuel, mais le jour où la statistique vous tombe dessus, c'est un drame. Donc c'est pour ça qu'il faut réexaminer, ne pas prendre de risques, et les autorités américaines vont essayer de savoir certainement quelles sont les populations les plus à risque. Là, on a vu que ce sont surtout des femmes de moins de 50 ans qui ont eu ces cas de thrombose grave. Donc peut-être qu'on va cibler ce vaccin Johnson & Johnson comme celui d'AstraZeneca sur les 55 ans et plus. Donc la France, c'est vrai, a reçu des lots de Johnson & Johnson, et vraisemblablement alors, ces lots seront... certainement que ces lots vont être utilisés. Je ne vois pas pourquoi on les jetterait à la poubelle. C'est le même type de vaccin qu'AstraZeneca, qui est basé sur un adénovirus, même technologie, donc mêmes effets secondaires. Donc on va certainement le réserver aux 55 ans et plus. Donc moi, je n'imagine pas que ces 200 000 doses reçues cette semaine de Johnson & Johnson passent à la poubelle, non. Alors, il y a, pour ceux qui ont eu la chance d'être vaccinés par Pfizer ou Moderna, et qui ont eu la première dose et qui attendent la deuxième, l'Académie de médecine vient de proposer d'attendre 6 mois entre les 2 doses. Est-ce que c'est bien raisonnable alors que les études ont été réalisées avec un intervalle beaucoup plus court entre les 2 doses ? Alors oui, les études, elles ont été faites pour la commercialisation de ces vaccins, Pfizer et Moderna, et elles ont montré effectivement une très grande efficacité de ces 2 vaccins au bout de 2 doses. Et les injections étaient espacées de 21 jours pour Pfizer, de 28 jours pour Moderna. Alors pourquoi attendre 6 mois ? Tout simplement parce que les académiciens pensent à l'immunité collective. Donc si on propose une dose à plus de Français et que les deuxièmes doses attendent 6 mois, on aura plus de Français vaccinés par les vaccins Pfizer et Moderna, et ça permettrait d'atteindre une immunité collective plus rapidement. Donc, peut-être avec une efficacité individuelle moindre, si on attend peut-être plus longtemps pour avoir la deuxième dose, mais une immunité collective beaucoup plus importante. Et en cela, effectivement, le raisonnement des académiciens est pertinent.
Après, c'est toujours le même problème depuis le début de la crise, c'est qu'il y a propositions, contre-propositions qui sont intéressantes, vous avez tout à fait raison, mais à partir de quand on va trancher et décider de changer ou pas de braquet, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas du tout la stratégie qui était adoptée. Est-ce que oui ou non, l'exécutif va suivre les académiciens ? Ce n'est qu'une proposition de l'Académie de médecine. Pour l'instant, rien n'a été décidé à partir de ce communiqué de presse qui a été fait jeudi. Mais vous voyez, c'est le problème depuis cette crise, c'est-à-dire qu'on donne le micro aujourd'hui, et puis on n'a plus besoin de micro, les réseaux sociaux servent de porte-voix à toutes les chapelles de la communauté scientifique, et honnêtement, pour s'y retrouver, alors il y a les médias qui doivent filtrer et justement expliciter le débat d'idées, mais ça devient très compliqué, et pour le politique, encore une fois, in fine, c'est lui qui a la décision. David Revaud-Dallon, vous avez le mot de la fin et vous en profitez pour nous dire, on va faire un tour de table là-dessus, le livre, le film, la série, la citation qui vous a marqué cette semaine. Alors moi, j'ai un coup de cœur pour ce livre, Patrick Weil, de la laïcité en France, qui sort ces jours-ci chez Grasset. Par rapport à ce que nous nous sommes dit au début de l'émission, c'est un livre qui raconte, qui remet toute cette question en perspective à partir de la loi de 1905, tout le travail d'Aristide Briand, toutes les années qu'il a fallu derrière, non seulement d'abord pour préparer cette loi avant, et ensuite pour la faire appliquer dans un combat extrêmement dur contre l'Église catholique, et ça remet les choses en perspective, et finalement, je pense que ça pourrait nous éclairer énormément pour ce sujet qui aujourd'hui est devenu si explosif en France et si diviseur. Et dont on aurait pu parler, effectivement, on a parlé de la question du voile et de la loi sur le séparatisme, on aurait dû parler aussi de ce qui se passe à Strasbourg autour de la mosquée, qui pose effectivement le problème de la laïcité, mais on aura d'autres occasions d'en parler. Laetitia. Alors moi, c'est un livre qui est sorti déjà, de Raphaël Lorca, qui est un très jeune homme qui travaille pour Havas et pour la Fondation Jean Jaurès, et il signe la marque Macron. C'est une approche nouvelle du quinquennat pour tenter d'analyser et comprendre le quinquennat d'Emmanuel Macron avec une approche sur le symbole. Symbolique, oui. Voilà, symbolique, sur le symbole, sémantique. sur les mots, effectivement, et plus que jamais, vous le savez, c'est vraiment le sujet qui me passionne. L'importance des mots aujourd'hui prime malheureusement sur celle des actions, et Raphaël Lorca le décrypte vraiment de façon prodigieuse. C'est très intéressant et je vous le recommande. Voilà, vous avez un coup de cœur, Écoutez, Brigitte. J'ai commencé à lire le dernier livre de William Lémergie, aucun rapport avec la santé. C'est un roman. Le Mirablé, votre vieux copain. Mon ancien boss, et donc je l'ai pas encore terminé parce qu'il vient de sortir, et voilà, j'ai pas eu le temps de le terminer, mais voilà, j'ai adoré cette plume. Je ne connaissais pas son talent d'auteur, d'écrivain, je connaissais son talent d'acteur et de présentateur, producteur, journaliste, et j'ai découvert un autre talent de lui. Donc c'est chez Albin Michel, Le Mirablé. Merci à tous les quatre. Merci à Pascal Bruckner, David Revaud-Dallon, Brigitte Fanny Cohen, Laetitia Krupa. C'était le 4 quarts politique de la semaine, votre rendez-vous du dimanche matin. Bon dimanche et prenez soin de vous.